Je me présente rapidement, hein, donc moi je suis, Paul-Emmanuel Bidault, cofondateur de Dastra et donc je suis en charge chez Dastra, donc la direction d'entreprise, le produit notamment, et également, la partie commerciale. Voilà, je passe la parole à Jérôme. Oui, bonjour à tous, moi Jérôme de Mercey, donc également cofondateur de Dastra. Moi je suis chargé de l'accompagnement des clients et des différents services qu'on va leur proposer, et en particulier sur l'accompagnement dans la mise en place du registre à travers l'application Dastra. Hem, bon, Dastra pour résumer, hein, c'est un logiciel RGPD si vous voulez, de mise en place de la conformité au RGPD notamment, donc on va pouvoir aussi aller plus avant là-dessus. Hem voilà, juste pour vous dire, moi, personnellement aussi, mon parcours, peut-être, j'ai travaillé à la CNIL pendant quelques années, au service des contrôles notamment. Je connais d'ailleurs quelques personnes qui sont parmi vous et puis ensuite un peu de conseils avant de rejoindre Dastra sur cette magnifique aventure. Alors sans plus attendre, je vous propose qu'on commence. Paul-Emmanuel, tu n'hésites pas à me couper. Si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas, vous avez un petit chat prévu à cet effet en bas à droite normalement. On prévoit d'y répondre, hein, on n'est pas trop nombreux, donc c'est bien, ça permet aussi d'être plus interactif, hein, et voilà, vous avez aussi quelques utilisateurs parmi vous de notre solution, donc ça peut être aussi l'occasion, d'échanger sur le sujet. Alors, parfait, merci Jérôme. Alors juste une intro pour introduire, hein, le sujet du registre de traitement. Donc en fait, si vous voulez, nous avons, c'est un vieux sujet, hein, qui ça fait 3 ans que les entreprises, doivent se conformer au RGPD, le registre des traitements, c'est un peu le cœur, hein, du sujet, en tout cas la première étape, dans, la conformité RGPD. Donc néanmoins, nous voulions, remettre ce sujet sur la table aujourd'hui. Alors pourquoi aujourd'hui? Puisqu'en fait, une nouvelle étude, hein, est sortie sur on va dire le baromètre RGPD des entreprises en France. Et cette étude qui était réalisée par KPMG, a montré que, 76 des entreprises ont déclarent avant avoir avancé sur cette thématique du registre des traitements. Et donc, c'est la thématique, en fait, la plus avancée aujourd'hui dans les entreprises en France, ce qui est une bonne nouvelle, hein, puisque c'est la on va dire, c'est le cœur de la conformité au RGPD. Mais en parallèle que, seuls 18 des entreprises interrogées, donc pas majoritairement des grandes entreprises et des ETI, hein, donc les PME sont un petit peu moins représentées dans le panorama, mais seuls, on va dire, 1/5 des entreprises déclarent utiliser des logiciels d'aide à la mise en conformité, et notamment ce de des outils de registre. Alors, donc pourquoi cette question aujourd'hui? Puisqu'en fait, il y a un décalage entre la gestion des registres au quotidien et on va dire la progression technologique. Et donc, la question qui se pose, c'est à l'heure où le RGPD passe de mode projet à un mode run, comment faire pour, s'assurer que, la conformité RGPD et notamment le registre des traitements, est de bonne qualité? Donc il y a un certain nombre d'enjeux de qualité autour du registre, hein. Les derniers contrôles de la CNIL, l'ont montré. Ils cherchent par exemple à vérifier la véracité des dires du registre sur la partie conservation des données. C'est un exemple parmi d'autres. Et également, s'assurer que, la gestion du registre, peut dans certains cas être vraiment très compliquée, notamment lorsqu'on a un contexte de multi-entité, lorsqu'il y a, une évolution d'entreprise. Et donc le sujet, c'est pas uniquement, si vous voulez, faire le registre une bonne fois pour toutes, mais, s'assurer que, la gestion du registre s'intègre dans un processus plus global, de gestion du registre sur le long terme, pour s'assurer que finalement, à l'heure où, les budgets projets s'épuisent et qu'on rentre dans un mode plutôt standard, nominal, long terme, comment faire pour finalement, s'assurer que le DPO et toutes les personnes qui sont concernées au sein de la protection des données des entreprises, ne passent pas uniquement leur temps à, saisir le registre, mais surtout puissent se concentrer sur leur cœur de métier, qui se trouve être donc le conseil et le contrôle pour résumer. Donc voilà, c'est pour cela que nous voulions remettre le sujet sur la table pour essayer de faire le point 3 ans après le RGPD sur cette gestion du registre. Comment faire pour, l'optimiser, l'améliorer et s'assurer que, vos entreprises puissent être conformes en fait, pas uniquement à l'instant T, mais sur le long terme. Merci Paul Emmanuel. Pour donc développer ce sujet, on va vous proposer donc une présentation, hein, voilà, 4 étapes, un rappel déjà du registre, des obligations,
du contexte et finalement des enjeux. Et ensuite, on va vous présenter finalement qu'est-ce que, à notre sens, hein, quelles sont les 4 raisons qu'on pourrait mettre en avant pour pouvoir se targuer d'utiliser un outil de registre. Voilà. Donc l'objectif, hein, donc ça va être véritablement de parler de ça. N'hésitez pas, voilà, à échanger si vous le souhaitez, sur ce point-là. Alors, on passe à la slide d'après. Tout d'abord, revenons un peu sur les fondamentaux. De quoi parle-t-on quand on parle du registre? Le registre des activités de traitement, c'est une notion qui est prévue, notamment dans le RGPD, hein. Vous connaissez tous bien évidemment le RGPD, le Règlement général sur la protection des données, donc Paul Emmanuel l'a rappelé, donc qui est maintenant entré en application depuis plus de 3 ans. Il impose une obligation de tenir donc un registre, c'est-à-dire voilà, un fichier qui va contenir un certain nombre d'informations de description des différentes activités de traitement que l'on met en place au sein de notre organisation. Ce registre, il est imposé à chaque responsable du traitement, c'est-à-dire la plupart du temps, vous le savez, c'est votre personne morale, en tout cas votre employeur. Euh, Ça peut être également, voilà, légalement, hein, la définition, c'est la personne qui va déterminer les finalités et les moyens. Une fois qu'on met en place des traitements, on doit mettre en place un registre, on doit documenter finalement les traitements que l'on met en place. Alors, on parle d'activité de traitement, on va le voir plus loin. Activité de traitement, on peut aussi évidemment parler de traitement d'une manière générale. L'objectif après, ça va être de voir la granularité qu'on va devoir mettre en place sur ce registre. Qu'est-ce qui doit être inclus dans ce registre? Un certain nombre de choses. Premièrement, les noms et les coordonnées donc du responsable de traitement, ça paraît évident, c'est-à-dire que dans notre registre, bah, il appartient à un responsable. Ensuite, si jamais pour chacun des traitements, il y a un responsable conjoint, dans ce cas-là, il faut aussi qu'il soit inscrit au registre. Si jamais vous êtes une société qui n'est pas établie au sein de l'Union européenne, vous avez l'obligation d'avoir un représentant au sein de l'Union européenne. Dans ce cas-là, il doit aussi figurer sur le registre. Pour nos amis qui ne sont pas dans l'Union européenne, par exemple, mais qui vont traiter des données de résidents européens, ils devront aussi se conformer à cette obligation d'avoir un registre. Et dans ce cas-là, préciser quel est le représentant sur l'espace de l'Union européenne. Et également, si vous avez désigné un délégué à la protection des données, celui-ci devra figurer dans le registre. Ce registre doit aussi concerner pour chaque activité de traitement les finalités donc de ce traitement-là. Donc, qu'est-ce qui va être donc les objectifs d'utilisation du traitement, les catégories de personnes concernées, donc qui est concerné par ce traitement-là, hein. Est-ce qu'on va être sur des employés, sur des clients? Également les catégories de données à caractère personnel, donc qu'est-ce qu'on va traiter comme information sur ces personnes-là? Les destinataires, donc les destinataires tant internes que externes, que les sous-traitants, et cetera, qui vont devoir apparaître, y compris les destinataires qui sont dans des pays tiers. Donc là, on va voir les destinataires en dehors de l'Union européenne et ça pose la question évidemment des différents transferts éventuels, si jamais il y a des transferts de données en dehors de l'Union européenne qui doivent être à ce moment-là documentés dans ce registre sur chacun des traitements, sur chacun des transferts, y compris en expliquant quels sont les documents qui attestent l'existence de ces garanties appropriées, hein. On pourra revenir plus tard sur les transferts si vous voulez, mais les transferts doivent faire l'objet de garanties Mmh. pour s'assurer du niveau de conformité quand on transfère les données à l'étranger, en dehors de Alors l'Union européenne. Mmh. peut-être un petit mot sur le sujet. Donc là, effectivement, merci pour ce rappel, hein, des fiches de traitement. Je suis sûr que, vous connaissez ces sujets-là. Un mot peut-être sur les données. Puisqu'en fait, quand on parle de gestion du registre, on parle, donc de s'assurer que ce registre est à jour. Or, on sait bien que les données peuvent évoluer énormément dans une entreprise et souvent, il y a un chiffre important à garder en tête qui dit que le volume de données double tous les 18 mois en moyenne, mais que cela comporte, toutes les données et pas uniquement les données personnelles. Il y a finalement assez peu d'informations sur, l'évolution du volume de données personnelles des entreprises. Ce qui est sûr, c'est qu'elles sont partout, elles peuvent être disséminées dans énormément de systèmes, d'outils et souvent avec des problématiques de doublons, hein, puisque des données personnelles peuvent servir on va dire de clés
de matching, entre les applications, et donc au sein d'un système d'information complexe. Ces données personnelles vont être retrouvées partout. Donc il y a une grande complexité et dans un monde qui s'informatise de plus en plus, l'évolution elle est régulière. Donc parfois, nous discutons avec des entreprises qui nous disent, «Finalement mon registre ne devrait pas évoluer dans le temps». Or, dès qu'on ajoute une application, dès que, on fait une évolution en fait, hein, sur un traitement de données à caractère personnel, potentiellement le registre doit être mis à jour également, puisque, le périmètre des données, peut changer, et également, les personnes concernées, s'il y a des sous-traitants, et notamment des destinataires qui peuvent intervenir. Donc cette question de l'adéquation entre, le registre de traitement et la réalité, c'est un sujet qui est de plus en plus regardé par les régulateurs et quand on parle finalement de gestion du registre, on parle principalement de sa mise à jour dans le temps, en suivant l'évolution de l'entreprise. Ouais, tout à fait, hein. C'est vraiment l'un des enjeux principaux, qu'on va retrouver sur le registre, c'est de refléter la réalité de l'existant, du terrain, de ce qui est mis en place par le, responsable du traitement. Pour poursuivre juste sur les derniers points, hein, on l'avait vu, vous le savez bien, on retrouve aussi l'obligation de déterminer les délais prévus, pour l'effacement des données, hein, donc ça va être la durée de conservation et également les mesures générales de sécurité technique organisationnelle, donc les mesures de sécurité. Pour le responsable de traitement, vous avez cette obligation avec un certain nombre de points quand même assez détaillés, hein, sur les différents traitements, ce qui nécessite quand même de bien savoir les maîtriser, on va y revenir. Et vous avez également la même chose, avec un peu moins d'informations certes, mais quand même la même obligation de documentation des traitements quand on agit en tant que sous-traitant pour le compte donc de ses clients ou de responsables de traitement auxquels qui vont nous confier des informations. Dans ce registre, donc c'est un registre différent, hein, on doit aussi retrouver ici le nom et les coordonnées donc du sous-traitant, c'est-à-dire de l'organisme qui tient ce registre, et également de tous les responsables du traitement pour le compte duquel le sous-traitant agit. Il s'agit, ni plus ni moins, donc des différents clients qu'on va retrouver, par exemple. Si jamais on externalise, on est une société qui externalise un produit et qui fait de qui va, par exemple, faire de l'infogérance ou qui va et cetera, gérer des données pour le compte de plusieurs clients et ben, elle va devoir à ce moment-là avoir dans ce registre l'ensemble des différents clients pour le compte desquels elle agit, y compris donc de la même manière que pour le responsable de traitement, pour le registre plus cité précédemment, les noms coordonnées du représentant le cas échéant et également, de, son, DPO. Les différentes catégories, là, on parle de traitements effectués. Alors, pour aller un peu plus simple, hein, c'est-à-dire que l'objectif, c'est aussi d'avoir une vision plus globale. Forcément, quand on est sous-traitant, on va agir pour plusieurs responsables de traitement. Donc, on va évoquer les traitements que l'on effectue pour le compte de chaque responsable de traitement, les transferts éventuels, si on transfère des données en dehors de l'Union européenne, et dans la mesure du possible, la description générale des mesures de sécurité techniques et organisationnelles. Ce que nous indique aussi le RGPD, c'est que ce registre doit être, c'est une obligation sous une forme écrite, en précisant bien qu'il peut être sous format électronique. Bien évidemment, un registre papier, on peut toujours essayer, mais c'est assez, à l'âge de pierre, hein, parce qu'aujourd'hui un registre papier, ça va être quand même quelque chose de pas très, très, maniable, pas très, très, facile à mettre à jour. C'est une obligation qui va s'appliquer en pratique à tout le monde. Hein, il y a très peu de cas où finalement l'obligation de tenir un registre ne va pas s'appliquer. Déjà, d'une part, effectivement, il faut être soumis au RGPD. Hein, donc, si vous êtes une société, une organisation basée dans l'Union européenne, de toute façon, et que vous traitez des données, vous allez être soumis à cette obligation. Si vous avez plus de 250 salariés, vous avez l'obligation d'en réaliser un. Et si vous en avez moins de 250, la règle dit qu'il faut inscrire seulement les traitements qui ne sont pas occasionnels, qui sont susceptibles de comporter un risque pour les droits et libertés des personnes et qui vont porter sur des données sensibles. Très, très grossièrement, ça veut dire que tous les traitements de gestion courante, donc de votre organisation, même si vous êtes une TPE de 5 salariés, vous mettez en place un fichier de gestion de la paye, vous mettez en place un fichier de gestion de vos clients, ceux-ci doivent figurer dans un registre parce que ce ne sont pas des traitements occasionnels. Hein. Si vous avez un traitement qui plus est avec un système qui va pouvoir comporter un risque pour les droits et libertés,
Alors, comporter un risque, c'est une définition qui peut paraître comme ça, heu, assez légère, mais on peut retrouver des différents critères, hein. On va pouvoir retrouver les risques sur la vie privée, notamment avec, avec un comparatif avec ce qu'on peut retrouver sur les PIA, hein. Pour cela, je vous renvoie vers notre webinaire qu'on avait fait là-dessus. Mais on va pouvoir parler de systèmes de géolocalisation, de vidéosurveillance, hein, et les données sensibles, donc ce sont toutes les données particulières, donc au sens du RGPD et la loi informatique et liberté, donc les données de santé, les données d'infraction, hem, les données relatives à l'opinion, philosophique, politique, et cetera. Ces données-là qu'on va retrouver des données sensibles. Hem, Donc donc ça par exemple ouais, vas-y. Alors, je me permets de t'interrompre, Jérôme. Alors, effectivement, ce qui est, je crois, parlant, hein, c'est le fait qu'on parle de traitement occasionnel. Et ça, c'est un sujet qui est assez peu abordé dans le cadre du registre de traitement. Lorsqu'on conçoit les traitements, pour les sociétés de plus de 250 salariés, il y a donc par effet de miroir, l'obligation d'intégrer également les traitements occasionnels. Et c'est là où, quand on parle de mise à jour du registre, on peut se poser la question: «Qu'est-ce qu'un traitement occasionnel?» Et c'est là où il y a beaucoup de possibilités. Je pense par exemple à un questionnaire ou un sondage, Mmh. ou un certain nombre d'éléments, ce qui fait que finalement ce registre, il vit vraiment dans le temps. On l'a dit tout à l'heure, hein, c'est l'organisation évolue naturellement, avec, l'apparence de traitements de données, parfois dans des traitements non occasionnels, mais il y a également la question des traitements occasionnels. D'où là aussi une question, je crois, qui est importante, qui est de faire réfléchir à l'historicité autour du registre. Un registre, c'est une photographie à l'instant T, mais cette photographie, et elle peut évoluer et lorsque on a fait des traitements déjà occasionnels par le passé que l'on réintroduit, pourquoi est-ce qu'on recommence à zéro? Et on peut tout à fait, se baser sur l'historicité du registre. Donc il y a un enjeu aussi de, comment faire pour conserver l'historique de l'information, de l'évolution du registre dans le temps. Ouais, ouais, tout à fait, et c'est vrai que pour les grandes entreprises, par exemple, effectivement, tous les traitements devront figurer dans ce registre. C'est pour ça qu'il y a un enjeu important, donc de maîtriser surtout l'ensemble des traitements, donc qui sont mis en place par les différents métiers notamment. Pour reprendre aussi, le terme activité de traitement, ce qu'on peut considérer, hein, l'activité de traitement, ça va être un peu une activité, donc un processus qui va impliquer des différents processus qu'on va plus un peu activité parapluie, voilà, qui va englober un certain nombre de traitements, un certain nombre de finalités, qui vont être poursuivies pour la mise en place de cette activité. Hein, voilà, on peut parler, un exemple assez récurrent qui est l'exemple de l'activité recrutement, hein. On pourrait avoir 2 finalités différentes qui va être l'analyse des candidatures, la gestion des entretiens, mais aussi la constitution d'une CV Tech. On pourrait regrouper ce, ce traitement, cette activité de traitement, donc ces 2 finalités, dans cette même fiche de registre. Hein, voilà. Donc on va souvent entendre parler de registre de traitement, de registre des activités de traitement. Donc par mesure de simplification, on peut considérer que c'est entendu de manière similaire. Voilà, même si on était très, très puriste, on pourrait considérer qu'un traitement, hein, il y a une définition bien précise au niveau du RGPD, mais celle-ci, hein, on va bien se rendre compte que, ce terme de justement de traitement, en tout cas d'activité de traitement au sens du registre, va avoir, donc des similitudes avec ce qui va être entendu par traitement. Voilà. N'oublions pas qu'un traitement, hein, c'est aussi un traitement informatisé ou non, donc même les fichiers, donc papier, documentés, classifiés sous format papier, eh bien, doivent figurer dans ce registre. Pour rappeler l'enjeu et le contexte notamment, donc c'est une obligation depuis le RGPD. Il y avait un préalable, pour ceux qui s'en souviennent, pour ceux qui étaient SIL, les correspondants informatique et liberté. Il existait, une possibilité de tenir un registre, le qu'on appelle le registre du SIL, alors qu'il y avait peu ou prou c'était à peu près les mêmes exigences de documentation au sein de ce registre. Ça permettait notamment de s'exonérer de réaliser des déclarations auprès de la CNIL. Donc et c'est là le grand changement, qui est apporté par le RGPD, hein, avec ce grand concept de l'accountability, donc de la responsabilité, qui est maintenant qui pèse beaucoup plus sur les organisations responsables de traitement, hein. On change de ce régime de déclaration. Auparavant, on déclarait ses traitements à la CNIL, sans véritablement s'assurer que ce qu'on avait déclaré correspondait bien
à ce qu'on faisait en réalité et aujourd'hui, on passe sur un système donc de la preuve que ce qu'on a dans notre registre, c'est bien conforme à ce qu'on met dans la réalité. Paul-Emmanuel, tu expliquais tout à l'heure, à juste titre, effectivement, l'enjeu maintenant fondamental, c'est de bien montrer que l'on a la maîtrise parfaite des données, des traitements que l'on met en place. Et c'est ce que le régulateur va aller voir. Donc aujourd'hui, voilà, il y avait cette étude, donc on l'a cité tout à l'heure, 67% des organisations qui mettent en place un registre, c'est très bien. Maintenant, comment est-ce que ce registre, il est mis en place? Est-ce que c'est, on l'a mis en place une fois, finalement, on est retombé dans le travers précédent de faire, on a déclaré un traitement, mais une fois qu'on l'a mis, on l'a mis dans un placard, ce registre, et on n'en parle plus, ou alors il est dans l'explorateur Windows, bien, bien au fond, dans un fichier bien caché. Et est-ce que sinon c'est quelque chose qui va être vivant et qui va permettre finalement d'aller un peu plus loin que la simple obligation légale et on va le voir et qui va permettre donc véritablement de, être le support principal donc des actions de conformité qu'on va devoir mettre en place. L'enjeu, il est bien là, c'est démontrer le respect du RGPD, hein. Donc à travers ce registre, c'est l'outil principal qui est propulsé lui-même par le RGPD, hein, c'est-à-dire que c'est vraiment le RGPD, le régulateur, force et donc se met dans une position d'imposer donc la tenue de cette documentation, hein, voilà. Ça va vous permettre notamment donc de, heu, de savoir ce qui se passe donc dans votre entreprise. C'est une obligation. Qui dit obligation dit non-respect d'une obligation, via des sanctions, en tout cas, réprimande. Heu, Aujourd'hui, c'est l'article 30. L'article 30, donc dans l'échelle des différentes sanctions qui sont possibles par le RGPD, on a 2 niveaux, hein, 10 000 000 €, 20 000 € et 2 et 4. Cette obligation-là se retrouve dans les formalités, donc à 10 000 € ou 2 du chiffre d'affaires mondial. Donc c'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. C'est aussi une obligation qui a déjà fait l'objet de sanctions. Alors pas en France encore actuellement, en tout cas pas publiquement, mais en tout cas qui a déjà fait l'objet de sanctions, hem notamment en Europe. On a calculé donc compté 12 sanctions financières en Europe sur ce sujet. Alors c'était pas évidemment que le registre, mais en tout cas le registre faisait partie des éléments qui ont poussé à la sanction. Alors, un petit commentaire, c'est que finalement, ce que nous dit le RGPD, c'est que, remplir un registre sous format article 30 ne suffit pas, en fait, pour être conforme. Puisque, ce que va regarder le régulateur, c'est justement la capacité de l'entreprise à maîtriser, son patrimoine informationnel et maîtriser les risques associés. Donc, l'article 30 parfois, on discute avec des DPO qui nous disent que, on a fait notre registre article 30 une fois, ça suffit. Mais justement, c'est ce que on essaie de déconstruire aujourd'hui, c'est qu'en fait, ce n'est pas le cas. Au moment où, la RGPD va être évaluée par un régulateur dans le cas de contrôle, c'est l'ensemble de la conformité qui va être regardé et pas uniquement le premier niveau, c'est-à-dire l'article 30. Ouais, ouais, tout à fait, hein. Ça, c'est vraiment une notion essentielle, qui est aujourd'hui, qui est voilà, qui est dans cette vision de la responsabilité, hein, des entreprises aujourd'hui. C'est un sujet, qui est même poussé par la CNIL, hein, on l'a dit, le format de registre aujourd'hui conforme à l'article 30, donc avec l'ensemble des points qu'on a vus plus haut, les données, les durées de conservation, les mesures générales de sécurité, les finalités, c'est bien, mais malgré tout, c'est pas suffisant pour être conforme, hein. D'ailleurs, même la CNIL le dit. Je sais pas si vous allez voir, je vous ai mis le lien en fin de webinaire, mais dans sa page registre, elle nous indique bien qu'il faut l'enrichir, ce registre, parce qu'il y a tout intérêt à gagner à trouver d'autres éléments qui, de toute façon, sont obligatoires pour chacun des traitements, à savoir exactement ce qu'on met. Et notamment, on pense aux bases légales, hein, on va le voir, par exemple, qui peuvent être intégrées au registre. D'ailleurs, si on prend le registre de la CNIL elle-même, donc, impose a inscrit ces bases légales dans son registre. Il faut aussi dire aussi que la loi française a été plus loin aussi que le format de l'article 30 du RGPD, notamment dans certains cas où elle va imposer justement de mettre en place un certain nombre d'informations supplémentaires telles que, la source des données, telles que la base légale et cetera.
Donc pourquoi utiliser un outil? Donc le premier point, ça va être, effectivement de dire que l'article 30 tout seul, c'est bien, c'est déjà pas mal, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant, c'est pas suffisant, on l'a vu, même la CNIL nous invite à l'enrichir puisqu'on va pas avoir l'ensemble des informations sur ce registre. Hein, on va pas voir est-ce qu'on doit faire un PIA, quelle est la base légale, qu'on va devoir avoir, d'où viennent les données, et cetera. Donc finalement, on peut parler de concept, alors c'est le concept, c'est un bien grand mot, mais on pourrait parler du registre augmenté. Aujourd'hui, le registre article 30, il faut l'enrichir. Enrichir, ça lui permet notamment et de travailler sur la conformité globale, on l'a vu, de prendre les traitements dans tout leur périmètre d'obligation. Hein, on a vu les bases légales, et cetera. Mais ça va être aussi également de préciser comment sont gérés les droits sur un traitement. On a une obligation en tant que responsable de traitement qui est de faciliter l'exercice des droits des personnes. Et ça, c'est quelque chose essentiel, donc au niveau du RGPD, donc de replacer l'utilisateur, donc la personne concernée, au centre donc des traitements de données. Et donc, il faut savoir comment sont pilotés les droits. Quelle est la base légale du traitement? La base légale fait tout. Elle va faire varier les droits qui s'appliquent, mais elle va également être l'élément principal, je dirais le fondement de base donc de ce traitement. Également, on va pouvoir associer des supports applicatifs. J'ai un traitement de données, très bien, mais concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est un fichier Excel, c'est, une application, c'est Dastra, c'est mon CRM, voilà. L'idée, ça va être de pouvoir aussi rattacher un registre théorique à des éléments pratiques qui vont permettre derrière de faire un véritable suivi. Également, on parle donc de catégories de données dans le registre. On sait bien que, catégorie de données tout court, c'est pas suffisant. L'obligation, du RGPD, elle nous dit le RGPD nous indique: «Il faut minimiser les données». C'est-à-dire, vous ne devez pas demander plus d'informations qu'il n'en faut pour atteindre la finalité, l'objectif. Ça veut dire qu'il faut maîtriser le champ de données. C'est-à-dire qu'il faut maîtriser exactement c'est quoi ce qu'on collecte de manière très précise. Si on s'arrête tout simplement à dire: «Bah, voilà, je collecte des données, sur», comme on peut le voir quand c'était dans le cas des différentes précédentes déclarations à la CNIL, des données vie professionnelle, voilà. Et ça ne sera pas suffisant. D'une part, parce qu'on ne sait pas finalement ce qu'on va mettre dedans. Et puis parfois, bah, effectivement, on va peut-être tomber dans l'excès sur un certain nombre de champs qui ne seront pas, donc minimisés au regard de la finalité. Donc on va voir que déjà, ce premier registre augmenté va permettre de répondre à toutes Mmh. ces obligations complémentaires du RGPD. Et c'est une raison, je me permets Vas-y, vas-y. de t'interrompre, mais c'est aussi une des raisons pour laquelle beaucoup de sociétés expertes, beaucoup d'études ont prouvé que, finalement, le fait de constituer son registre de manière suffisante, le registre augmenté, permet pas uniquement d'être conforme, mais aussi de faire de la gouvernance, en fait, des données et de maîtriser les usages. Et puisque finalement, c'est ce que va regarder le régulateur. Mais c'est aussi ce que cherchent à faire certaines personnes dans les entreprises qui sont responsables des données, qui ne sont pas forcément responsables des données personnelles. Donc je pense par exemple au Chief Data Officer, ou aux responsables, donc d'architecture IT lorsqu'il y en a. Et donc finalement, on a un enjeu qui est de maîtrise des informations, des flux d'informations, avec une spécificité données personnelles, juridiques, qui est inhérent à la conformité, mais qui quand même regroupe, les activités de plusieurs fonctions aujourd'hui dans les entreprises, comme par exemple, les Chief Data Officer et les DPO. Et donc, l'évolution naturelle du métier du DPO, peut-être le passage d'un mode uniquement juridique à un mode plutôt de collaboration, de coordination avec les responsables des données et donc évidemment les opérationnels, l'informatique, mais également les risques, et notamment les risques informatiques. Mmh, Donc il y a un enjeu de collaboration également sur ce sujet. ouais. Et tout à fait, c'est l'enjeu, la deuxième raison qu'on peut soulever, justement sur, ne pas se contenter du minimum de l'article 30 du RGPD, et donc d'utiliser aussi un outil, au-delà même d'un simple fichier, on pourrait parler d'un fichier Excel, hein. Mais un outil, c'est aussi travailler efficacement.
hein. C'est-à-dire que la conformité, on l'a dit, c'est du mode run, c'est pas forcément facile à faire entendre, à nos responsables parfois, mais en tout cas, c'est un travail sur le long terme, c'est un travail du quotidien, de tous les jours, qui doit donc véritablement s'intégrer, dans la stratégie, dans le cœur de la stratégie des entreprises et donc placer ces actions-là pour en tirer le maximum de bénéfices. Donc ça veut dire que si il faut pas que ce soit des éléments, si vous voulez, qui soient à perte. Ce qu'on constate, c'est que la conformité, ça nécessite de montrer, hein, on l'a vu, la comptabilité, qu'on met en œuvre des actions de conformité, qu'on est dans une démarche globale, continue, hein. C'est-à-dire que, c'est un chantier, très bien, on l'a mis en place et on continue de le mettre en place, de manière permanente. On a mis en place une gouvernance, on l'a vu, sur ces éléments-là. Qu'est-ce que va vous permettre un outil? Ça va être notamment d'historiser l'ensemble des actions réalisées sur le registre. On a un registre, qu'est-ce qui s'est passé? Comment on fait? Justement, la possibilité de dire, bah, voilà, tel utilisateur a été faire une modification, on a créé tant de traitements en tant de temps, on a mis ça en place. Regardez, on est au départ de partie de zéro, on a mis 3 mois, 6 mois, 1 an à arriver à 100, donc de complétude de ce registre avec, tous les éléments. Ça va permettre d'avoir notamment tous ces KPI. Ça va aussi permettre d'impliquer toute l'entreprise. On l'a évoqué juste avant, effectivement, toute l'organisation doit s'impliquer dans la mise en place de ce registre, puisque effectivement, si on veut conformer à la réalité du terrain, il faut que ceux qui sont sur le terrain puissent aussi participer et remonter. Donc tous ces métiers, les métiers concernés, donc les différentes activités qu'on évoquait tout à l'heure, hein, l'activité client, l'activité RH recrutement, l'activité métier spécifique, ce sont des activités qui vont être représentées par des métiers, donc des personnes qui vont devoir aussi travailler, en tout cas, sur ce registre. Ce registre, hein, on l'a évoqué tout à l'heure, on n'a pas forcément, heu, hem, tout on l'a pas forcément appuyé là-dessus, mais évidemment, ce registre, il peut être tenu par le DPO, c'est une possibilité, c'est pas une obligation, ça peut être tenu par d'autres personnes dans l'entreprise. Donc il faut aussi que derrière, toute une équipe se mette à travailler sur cette documentation. Donc l'idée, c'est de prouver qu'on met des actions. Donc on a un plan d'action et que ces actions, on les réalise. Voilà. Donc derrière, faire ce suivi. C'est travailler de manière collaborative, hein, donc on l'a vu, tous ces métiers, c'est évidemment, travailler ensemble. Travailler ensemble, donc gérer des tâches, hein, très concrètement, c'est gérer des tâches. Je vous assigne une tâche, monsieur le responsable du métier, qui va être de me déterminer quelles sont exactement les données que vous avez, sur votre activité. Quelles va être les mesures de sécurité qui sont en place? Vous avez un nouveau logiciel ou un logiciel, est-ce que vous avez un mot de passe? Oui, non, très bien, vous me l'indiquez, c'est dans mon traitement. Très bien. Vous avez Il y a des mesures de sécurité? Oui. il est intéressant, également de noter que le rôle du DPO, n'a jamais été, de tenir le registre de traitement, hein. C'est d'ailleurs, spécifiquement mentionné dans la loi, dans le règlement, qu'effectivement et tu as rappelé Jérôme, ce n'est, pas une obligation du tout et c'est même pas son rôle initial, hein. Le rôle du Non. DPO, c'est de conseiller, de contrôler. Alors, quand il s'agissait de faire un premier brouillon de registre de traitement sous format article 30 pour une entité, ça pouvait encore aller. On pouvait encore, faire le travail en tant que DPO puisque on était vraiment, on commençait le travail de conformité. Mais quand on poursuit le travail de conformité, on l'a dit tout à l'heure, c'est consiste à maîtriser sa chaîne informationnelle sur les données personnelles, être capable d'estimer les risques et d'évaluer, hem, les bonnes mesures de sécurité pour mieux protéger les données. Bon, donc on n'est plus du tout dans un simple travail, saisie, d'un fichier Excel. On est sur un travail qui est extrêmement difficile, qui est, de vouloir maîtriser, les flux de données dans un écosystème en perpétuelle évolution, et qui nécessite des compétences extrêmement diverses, hein. Donc, la gestion des bases de données, la gestion des applications, les flux de données, mais également les enjeux juridiques. Ça fait intervenir beaucoup de compétences différentes dans une entreprise et clairement, une seule personne ne peut pas, être experte dans tout. Et donc c'est là où on a un enjeu, comme dit le RGPD d'accountability, de responsabilité puisque de toute façon, le DPO seul ne peut pas arriver à cet objectif
qui est de tout maîtriser. Heu, il y a besoin d'une équipe, il y a besoin d'opérationnels qui, eux, en fait, sont, les grands perdants, hein, finalement, du RGPD, si on peut dire ça de cette manière-là. C'est-à-dire, eux n'ont pas eu de promotion, les opérationnels, n'ont pas, eu d'augmentation de salaire, suite à l'arrivée du RGPD, pas forcément les dépôts non plus, cela dit. Mais, ce qui est sûr, c'est que pour eux, c'est souvent perçu, peut-être parfois par certains opérationnels plus que pour d'autres, comme une contrainte. Heu, or leur participation est essentielle pour la conformité. Donc d'où le paradoxe, de, s'assurer de la collaboration de ces métiers, tout en enlevant le maximum de contraintes, qui pèsent sur leurs épaules. Et donc c'est vraiment l'équation, qui est difficile à répondre, à trouver la solution si on a juste un fichier Excel et que le DPO est dans une posture de demandeur en permanence, hein. Voilà, je pense que les développeurs, ces développeurs informatiques, dont l'ADN n'est pas forcément la protection des données, et bien, ils peuvent être un peu frustrés quand, les DPO leur demandent en permanence, des informations et qu'eux n'ont rien en retour. Donc, heu, l'enjeu, je crois aussi d'un outil, c'est, de permettre, de faire fonctionner l'ensemble de ce petit monde-là de manière cohérente, de manière efficace, efficiente et pas uniquement, de faire en sorte que le RGPD soit perçu comme une contrainte. Au contraire, je pense que ça ne doit pas être perçu comme une contrainte, mais comme une opportunité de mieux maîtriser son, patrimoine informationnel. Voilà, tout à fait, exactement et ça, c'est vraiment l'essentiel. Voilà, hein, donc on le redit, hein, effectivement, inclure facilement la conformité dans le quotidien, donc de l'activité très opérationnelle. Il faut vraiment que ça devienne quelque chose qui soit inclus dans les processus, très classiques de la conformité aujourd'hui. Une autre raison qu'on va pouvoir invoquer, c'est effectivement le pilotage. On l'a tout à l'heure évoqué, c'était la gouvernance, mais effectivement le pilotage de l'activité de la mise en conformité. Hein, ce qu'on constate, c'est finalement le chantier de la conformité, c'est un projet à part entière qui nécessite un pilotage global. Avec les nombreux métiers qu'on a évoqués, hein, que ce soit le DPO, un comité RGPD, même la direction générale hein, qui va être inclus dedans, les référents, SSI, les différents acteurs de la sécurité, etc. Et donc tous les métiers qui vont être impliqués et qui vont être amenés à traiter des données à caractère personnel. Donc il y a un grand enjeu de pilotage. Derrière, il y a un grand enjeu donc de aussi ressortir donc déjà d'avoir des rôles spécifiques à toutes ces personnes, et de trouver justement la juste fonction, la juste contribution de tous ces acteurs dans la tenue donc du registre et donc in fine de la conformité au RGPD. Ça va passer notamment par, des rôles qu'on peut personnaliser pour chaque acteur. Vous êtes un rôle DPO, vous avez un RSSI, bah, peut-être qu'il va pas forcément vouloir avoir accès à toutes les fonctionnalités, sur le registre, des différents. Les référents pareil, ils peuvent être concentrés uniquement sur la partie du registre qui va les concerner. Les métiers et cetera, les différents acteurs, si on veut avoir aussi des rôles uniquement de lecteur pour faire de la validation, de la vérification de ce qui est indiqué et cetera. Hein, on sait bien qu'en pratique, il y a déjà de nombreux existants. Donc il y a aussi, un grand travail aussi aujourd'hui de, revérification donc de l'existant actuel et donc qui doit être aussi impliqué, donc être, en tout cas vérifié par les métiers. L'objectif, ça va être aussi de visualiser des indicateurs, des KPI pour suivre cette conformité, hein, parce qu'effectivement, on est aussi dans un monde où on a besoin donc de performance pour aussi tout type de sujet. Donc, quand on va devoir, euh, euh, en tout cas, délivrer et donc expliquer qu'est-ce qu'on a mis en place, où est-ce qu'on en est, on a besoin de KPI, on a besoin d'indicateurs de suivi et de rapports qui vont permettre de savoir, voilà, la conformité, le registre les objectifs qu'on s'est fixés, où est-ce qu'on en est? Et ben, ça va passer par ces outils-là. Ensuite, le registre et justement la possibilité, d'avoir cet outil, ça va permettre surtout de définir les priorités sur les différents chantiers. Parce que très concrètement, la tenue d'un registre, c'est définir des activités avec des traitements, mais derrière, c'est aussi, voilà, les traitements, il faut peut-être travailler dessus, en fait. On voit qu'on a des choses qui vont pas, on a des choses qui sont peut-être plus urgentes que d'autres. On a mis en place des activités, des traitements peut-être métiers, peut-être qui sont essentiels, mais qui en fait, on se rend compte qu'ils sont pas très conformes, parce il manque des choses, soit parce que la base légale n'est pas la bonne, soit parce que, on voit qu'on n'arrive pas
à, à répondre à toutes les obligations. Dans ce cas-là, eh ben, il va falloir donc prioriser les traitements, prioriser les chantiers. Le registre, ça va aussi permettre de faire ça, donc l'outil. Ça va permettre aussi de pouvoir classer les traitements en fonction d'indicateurs, donc d'indices, soit de risques, d'indices par rapport à différents critères qu'on peut aussi personnaliser. Enfin, on peut aussi estimer que, justement, on l'a expliqué tout à l'heure, ce travail, ça ne doit pas rester, quelque chose qui est, à fond perdu. Loin de là. On ne doit pas trouver ça comme une contrainte, on ne doit pas expliquer, on doit pouvoir intégrer la conformité au RGPD dans une stratégie de l'entreprise. On doit l'intégrer avec justement, pouvoir délivrer des budgets, pouvoir expliquer à la direction générale qui est aussi débordée par plein d'autres sujets, qui doit aussi faire tourner la boutique, en lui expliquant: ben voilà, nous on travaille dessus, mais c'est pas du tout un travail à fond perdu». Donc tout ce travail qu'on va avoir de documentation, qui peut être chronophage et cetera, il faut que ce soit expliqué, qu'il y ait finalement un but qui ne soit pas seulement de travailler pour le cas où la CNIL nous le demanderait. Bien sûr que le cas où la CNIL le demande, elle va faire un contrôle, elle va vous demander le registre systématiquement, très bien, ça peut arriver, ça peut ne pas arriver, ça n'arrivera peut-être jamais, ça arrivera peut-être plusieurs fois. Mais en tout cas, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il ne faut pas le faire uniquement que pour ça, parce que sinon, déjà, on n'est pas très motivé pour le faire. Donc il faut arriver à en trouver un bénéfice qui va servir à toute l'entreprise. Le fruit donc de cette cartographie, puisque c'est vraiment un travail en interne, donc de finalement un travail de fond, hein, d'aller voir finalement tout ce qu'on fait dans l'entreprise. Il y a un vrai travail d'audit presque, hein. Et donc de cette cartographie, on va aussi pouvoir en tirer des bénéfices, notamment d'optimisation. Optimiser les processus, on va peut-être se rendre compte qu'il y a des traitements, bah, qui ne servent pas, il y a il y a des applications qui ne servent pas ou qui sont en doublon, qui sont, voilà, il peut y avoir des optimisations de coûts, in fine derrière et donc de moyens qu'on va mettre en place pour pouvoir faire ça. Ça, grâce à un outil, on va pouvoir aussi, faire parler toutes les données de ce registre ensemble pour pouvoir aussi derrière en dégager des indicateurs intéressants. On va aussi pouvoir identifier les risques et les gérer aussi pour l'organisation, hein, et pas que pour les personnes concernées. Le RGPD nous impose la gestion de risque pour les personnes, c'est très bien, mais il y a aussi un enjeu de gérer des risques pour l'organisation que l'on représente. Alors, pour le DPO, c'est peut-être moins son problème. Néanmoins, il peut aussi avoir ça dans sa fiche de poste. Et également, pour les métiers qui vont être en charge de ce registre, ça va être aussi intéressant de voir quels sont les risques, soit de sécurité, mais aussi les risques de non-conformité, quels sont les risques d'image, de réputation, les risques financiers finalement derrière qu'on va retrouver donc sur la tenue de la conformité. Un outil, ça va aussi nous permettre de pouvoir calculer ces risques, anticiper, donner des actions de remédiation, identifier les points les plus dangereux, les plus priorisés, pour pouvoir mettre en place des actions de conformité. Voilà, hein, l'objectif de registre, c'est aussi de l'outil, ça va être aussi d'avoir la centralisation de tous ces éléments-là au sein du même endroit qui permet d'éviter Mmh. donc des pertes, donc de l'organisation avec des multiples tableaux, des versionnings de tableaux, on ne sait plus laquelle version est la bonne et cetera et cetera. Oui, et pour compléter sur ce point, il est comme on l'a dit tout à l'heure, la conformité, n'est pas uniquement d'établir un registre article 30, une fois pour toutes. Heu, ce qui aurait on va dire, fait plaisir à certaines, aux patrons des entreprises qui peuvent parfois peuvent voir d'un mauvais œil, l'exigence des régulateurs et surtout les coûts associés, qui peuvent être conséquents, hein, puisque demander aux entreprises de maîtriser leurs données, c'est quelque chose, qui est compliqué, qui prend du temps, qui nécessite l'implication de tous hein, dans l'entreprise et qui aussi derrière qui peut générer des coûts importants. Et donc, on a vu le registre, c'est le cœur de ce travail-là. Alors, puisque c'est un travail important, hein, donc du temps passé par énormément de personnes d'entreprise dans l'interne, de documentation, de mise à jour, finalement, l'enjeu, c'est, de s'assurer que ce temps passé ne soit pas fait en vain, qu'il y ait, une vraie réutilisation et il y a plusieurs exemples très concrets, qui peuvent servir. D'abord, ce qui est sûr et ça c'est pas spécifiquement, lié au registre, mais c'est important de, s'assurer de la qualité, de la conformité RGPD.
Mais également ça c'est déjà c'est pour le régulateur. Mais en interne, ça peut également un registre, sur lequel il y a beaucoup de travail et qui est à jour, peut servir à d'autres personnes au sein même de la conformité RGPD, mais sur d'autres articles de RGPD. Je pense par exemple, à la gestion contractuelle des acheteurs qui peuvent avoir besoin de visualiser les données associées à un sous-traitant dans le cadre d'un traitement de données. Ils ont besoin d'indiquer dans les clauses contractuelles, avec ce sous-traitant, les données associées. Aujourd'hui, c'est des personnes sans registre ou sous un, modèle, on va dire, complet, ils ont besoin de décrocher leur téléphone et de faire le tour, des opérationnels, pour identifier les données qu'un sous-traitant aurait, accès, potentiellement et finalement classées par catégorie. Donc il y a tout un ensemble de coûts cachés du RGPD au sein des équipes opérationnelles, qui peut être pris en compte et qui peut être en finalement réduit, voire complètement, supprimé avec des outils, qui ont, des modèles de données un peu plus complexes et qui peuvent adresser finalement cette complexité, cet enjeu aussi de maîtrise globale. Heu, Quelques chiffres, sur Dastra, nous avons réalisé une étude l'année dernière en 2020, qui montre qu'il y a 28 de fréquence d'erreur en moins liées aux données du registre de traitement grâce à un outil. Donc ça veut dire que ça apporte un vrai plus-value en termes de conformité. Il y a également 69 des utilisateurs qui passent moins de temps à localiser leurs données et créer leurs rapports, sur leur RGPD avec un outil. Donc on parle vraiment d'efficacité des opérationnels, de toutes les personnes qui sont concernées, les relais, des DPO, dans les métiers et cetera. Il y a également un chiffre intéressant, c'est 23 d'augmentation de productivité brute des équipes en charge de réaliser des audits ou de gérer les demandes d'exercice de droit. Les audits, je pense par exemple au PIA, puisque, il y a à peu près 2 tiers des informations d'un PIA qui sont déjà contenues dans une fiche de traitement. Donc si on n'a pas cette connexion possible entre les PIA et les registres, alors, ne pas avoir un outil, de traitement va générer du temps important au moment où on va faire le PIA, puisqu'il faudra reprendre en fait toute la fiche de traitement, directement, telle quelle. Or, on pourrait tout à fait, automatiser la création des PIA à un certain pourcentage. Évidemment, tout n'est pas automatisable, hein, donc l'aspect humain, l'aspect analyse sera toujours nécessaire et c'est l'enjeu principal, c'est de passer plus de temps à faire des analyses et moins de saisie. L'outil peut aider à, améliorer la productivité et permettre aux experts de se concentrer sur leur vraie valeur ajoutée, plutôt que, saisir des éléments, dans des dossiers. Voilà, tout à fait et donc il y a un vrai gain de productivité, hein, finalement, qu'on va retrouver avec le registre et c'est ça qui est important. Donc si on résume les 4 points qu'on a évoqués, hein, donc voilà, le format de registre conformation, ça ne suffit pas. Pour être conforme, hein, il faut aller évidemment plus loin. L'outil, c'est aussi un objectif derrière de pilotage de l'activité. C'est vraiment un outil qui va permettre de piloter, de suivre des KPI. Ça permet aussi de travailler de manière efficace, collaborative, on l'a vu, de impliquer l'ensemble de l'organisation sur la conformité et également de réutiliser donc du travail, donc de faire bénéficier le travail réalisé, pour, en tirer donc, des bénéfices sur, de l'optimisation, sur des choses comme ça. Hem, on va aussi avoir, et on l'a pas forcément évoqué, mais c'est ce que tu évoquais tout à l'heure, la possibilité d'avoir avec un outil, la possibilité d'avoir des modèles déjà tout faits, d'avoir beaucoup de guides, si vous voulez, sur justement, cette conformité, sur la tenue du registre. C'est un élément un parfois aussi quelque chose qui peut être pas forcément facile à comprendre, des concepts et donc il y a aussi cet aspect-là qui est important au niveau des métiers, c'est l'aspect pédagogique, ergonomique et cetera, qui peut être aussi mis en avant, par un outil. Je vous ai mis ensuite un certain nombre de choses qui est, voilà, des liens vers les recommandations de la CNIL, sur, le CEPD, donc le Comité européen de protection des données sur la tenue du registre. Ouais, la Belgique aussi a fait des recommandations sur donc le registre, notre base de connaissances. On nous reste encore quelques minutes, Paul-Emmanuel. Moi, peut-être ce qu'on peut faire, c'est, montrer très rapidement, le registre d'Astra. Hem, donc concrètement, à quoi ça peut ressembler, et puis, ensuite je pense on va aussi vous laisser le temps de poser des questions. Peut-être qu'on peut faire ça avant d'ailleurs.
Est-ce que vous avez des questions? Quelqu'un, n'hésitez pas à poser les questions sur le chat. D'ici là, est-ce que ça a été suffisamment clair pour vous? Est-ce que c'est quelque chose, alors vous êtes déjà pour quelques-uns d'entre vous déjà équipés, donc c'est une très bonne chose. Pour les autres, en tout cas, est-ce que, cette, conformité, donc ce passage en mode run, donc opérationnel sur la gestion du risque, du registre, c'est quelque chose donc qui vous parle? Alors en attendant que les questions se créent, je voudrais juste indiquer que bientôt nous aurons une bibliothèque de traitement, de fiches de traitement disponibles sur notre site internet, où vous pourrez, accéder à des modèles de traitement de données intégrés à un registre directement en ligne depuis notre site internet, hein. Donc, l'objectif, c'est aussi de favoriser, entre les organisations, la création de fiches standards. Alors, la CNIL a déjà sorti un certain nombre de fiches de traitement standards, notamment sur le domaine du RH. Évidemment, elle ne prend pas en compte l'ensemble des possibilités, d'usage sur les données, hein, puisqu'elles peuvent être également très sectorisé, très dépendant de votre structure, de votre activité. Donc nous allons, créer cette bibliothèque pour justement, favoriser le standard, la standardisation des registres. On sait que c'est pas toujours évident lorsqu'on a plusieurs entités, plusieurs responsables de traitement, mais un DPO global ou de gérer, ces différentes entités et de gérer aussi l'harmonisation, le changement d'activité, par exemple au sein d'un groupe. Et donc, cette bibliothèque de traitement sera, sur notre site internet d'ici la fin de l'année. On vous tiendra au courant et nous pensons que, cela peut participer à, on va dire, simplifier la gestion du sujet, de vous aider à avoir une cartographie des traitements qui soit plus à jour, plus complète, mais également sans réinventer la roue, en repartant de ce qui existe déjà, et de ce qui est connu et ce qui est efficace. Voilà, je me permets, avant qu'on se quitte, de vous montrer, sur Dastra. N'hésitez pas, hein, alors vous pouvez retrouver aussi, toute cette présentation, donc elle sera enregistrée, mais bien évidemment, vous pouvez aussi vous créer un compte directement sur l'application, hein, c'est très simple pour tester par vous-même. Mais vous voyez très concrètement, quand on parle de registre, on va pouvoir aussi avoir un certain nombre de choses, ici avec des différents indicateurs, des statuts, des gestions de tags, des étapes, des systèmes de workflow. On va pouvoir trier donc des départements qui vont permettre de savoir justement, voilà, quels sont les rôles. Les utilisateurs peuvent accéder à telle partie du registre, etc. Hein, vous allez pouvoir retrouver donc l'ensemble de ces éléments-là à ce niveau-là. On va retrouver ici, vous avez la possibilité d'avoir aussi plusieurs justement responsables de traitement si on est dans un groupe d'entreprises par exemple, d'avoir plusieurs responsables de traitement qui doivent tenir un registre, mais les avoir tous au même endroit. Ça peut être aussi pratique pour de la gestion, au niveau d'un groupe, notamment de la conformité, puisque souvent on on le voit, c'est au niveau du groupe que ça se passe et en particulier sur l'ensemble des différents référentiels, donc des différents points qui vont être alimentés, qui vont alimenter ce registre. On pense notamment aux différentes mesures de sécurité, qu'on va retrouver et également, par exemple, les différentes données, hem, voilà, vous avez ici la possibilité de réutiliser différents champs, hein. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans le travail qu'on a réalisé, on va pouvoir le réutiliser, y compris donc associer différentes mesures de sécurité, retrouver les différents annuaires des acteurs, pour pouvoir aussi piloter, les acteurs, retrouver les différentes applications, qui vont être constitutifs finalement de notre patrimoine informationnel au sein de notre organisation. Parfait, pas de questions. Donc, on est bientôt, midi. Jérôme, je propose de terminer, donc de clôturer ce webinaire. Merci à tous et puis à bientôt. Merci à tous. Au revoir.